Du cours un peu. Ça va être la partie aussi peut-être qui vous intéresse le plus. Donc, quelques exemples de robots mobiles. Donc, c'est très vaste. Vous pouvez avoir des robots qui se déplacent dans l'air, comme ce robot à quatre pales qui tourne. Et vous avez des robots sous-marins, comme une torpille comme celle-ci. Donc, on a pas mal de travaux de recherche sur ce type de robot au laboratoire de Montpellier au LIRM. Vous pouvez avoir des robots humanoïdes comme ceci. Donc, ça, c'est des robots très compliqués qui sont inspirés de la morphologie de l'homme. Donc, ils ont deux bras, deux jambes, un torse, une tête. Et pareil, on travaille beaucoup avec ces robots au LIRM. Et après, vous avez des robots à roues, donc qui sont il en existe là vraiment des tonnes, qui commencent aussi à être utilisés un peu dans la société. Et donc là, vous en avez quelques exemples et vous pouvez arriver jusqu'à des voitures autonomes, comme la voiture, par exemple, les Tesla ou la voiture de Google et d'autres systèmes qui peuvent conduire tout seuls. Okay. Donc, donc, vous avez vraiment des complexités et des espaces de travail différents. Le drone en haut à gauche et le sous-marin en haut à droite, ils peuvent se déplacer partout dans l'espace. Donc, ils ont la possibilité de se déplacer sur 6 degrés de liberté. Ils peuvent changer leur translation en X, Y, Z, mais ils peuvent aussi avoir 3 angles différents, comme une nacelle spatiale, par exemple. Ce sont les angles de l'air. Donc, ils peuvent être tournés autour des 3 axes. Le robot humanoïde, il peut normalement se déplacer uniquement sur le plan, même si aujourd'hui, on essaye aussi des fois de faire monter des échelles ou des escaliers à ce type de robot. Et par contre, il a beaucoup de moteurs, donc il peut faire là aussi des actions avec les bras et avec la tête. Et les robots en bas à droite, ils sont à ce niveau-là plus simples parce qu'ils peuvent se déplacer uniquement dans le plan. Donc, ils ont 3 degrés de liberté dans le plan, c'est-à-dire 2 translations, une orientation. Et on ne commande que les roues. Donc, dans mon cours, cette année, on va parler surtout de ces robots-là. Donc, les robots qui sont dans le cercle, donc ce sont les robots à roues, ou en anglais Wheeled Mobile Robots. Et l'année prochaine, pour ceux qui resteront à Montpellier, vous aurez des cours et des séminaires sur les autres robots aussi. D'accord? Mais cette année, on se concentre plus sur ces robots-là parce qu'ils permettent d'étudier déjà beaucoup de choses fondamentales qui servent par la suite pour étudier les autres robots. Donc, un robot, qu'est-ce que c'est? Donc, ça, c'est très débattable, mais généralement, quand on considère un robot, c'est qu'on considère qu'il y a une autonomie. Parfois, un abus de langage nous fait dire qu'un mixeur en cuisine, c'est un robot. Vous avez sûrement entendu dire ça. Ou sinon, un logiciel informatique qui pirate les sites, c'est un robot. Moi, j'ai envie de dire que ce n'est pas le cas, ni pour le mixeur de cuisine, ni pour le logiciel qui pirate, qui pirate les sites. Parce qu'un robot, il y a 2 choses importantes. C'est que d'un côté, il doit être autonome, donc capable de réagir tout seul à ce qui se passe, ce qui n'est pas le cas de votre outil en cuisine, qui est lui, bon, sûrement très performant, mais il est à chaque fois, c'est vous qui lui dites quoi faire pour faire la cuisine. Et ce n'est pas non plus. Et la deuxième chose, donc d'un côté, il faut qu'il soit autonome, et de l'autre côté, il y a une interaction physique avec l'environnement, ce qui n'est pas le cas du logiciel qui pirate les sites, qui est au contraire autonome, mais à la différence de mixeur de cuisine, il ne touche pas l'environnement, il ne change pas la physique du monde. OK? Donc, vous avez beaucoup de programmes d'intelligence artificielle ou autres qui peuvent être considérés très, très autonomes et capables de prendre des décisions ou
de prévoir un peu l'avenir ou de faire des choses comme ça, mais qui reste purement software. Okay? Un robot, implicitement, il est matériel, il se déplace et il peut changer l'espace. Okay? Plus terre à terre, un robot, c'est un ensemble de capteurs et un calculateur ou plusieurs calculateurs et des actionneurs. Okay? Donc, c'est en faisant le lien entre ces trois choses qu'on arrive aux propriétés que je venais de vous dire, donc à l'autonomie et aussi à une interaction mécanique avec le monde. Donc, en gros, le robot est guidé par une boucle de contrôle. C'est pour ça qu'on vous enseigne l'automatique et pour vous donner les fondamentaux pour la robotique, c'est qu'il y a une boucle de contrôle en boucle fermée, donc, qui, à partir des capteurs et du programme qui est sur le calculateur, permet de bouger les actionneurs. Donc là, en haut de ce transparent, vous avez des exemples de capteurs. Vous avez une boussole, une caméra. Je ne sais pas ce que c'est ensuite. Après, vous avez un laser en jaune. Des capteurs qui permettent des microphones, une autre caméra, et ça, c'est ce qu'on appelle des encodeurs qui permettent de mesurer la position d'un axe qui tourne. Donc, tout ça, c'est des instruments de mesure qu'on peut embarquer sur un robot. Là, vous avez des cartes qui sont les calculateurs. Donc, vous pouvez passer de cartes simples comme des Raspberry Pi ou des cartes Arduino à des calculateurs très sophistiqués. Et les actionneurs, pareil, vous avez tous les niveaux. Donc, c'est un peu lié au transparent précédent. Vous pouvez avoir des mains si vous travaillez avec un robot humanoïde. Vous pouvez avoir des moteurs d'axe et un préhenseur si vous travaillez avec des robots manipulateurs comme ceux que vous avez vus avec M. Abdelaziz. Vous avez des roues. Vous pouvez avoir des pattes, etc. OK? Si on regarde donc les robots mobiles, plus on se focalise sur les robots mobiles, on a aujourd'hui différentes choses qu'on peut faire avec des robots mobiles et des problèmes qu'il va falloir savoir attaquer si vous devenez roboticien, ou au moins avoir une idée du problème. Donc, un premier problème, c'est le problème de la localisation, c'est-à-dire qu'un robot, a priori, il ne sait pas où il est. Donc, il va falloir résoudre le problème de la localisation pour que le robot sache où il est dans l'environnement. Ce qui pour nous semble évident, mais c'est parce qu'on a des millénaires d'évolution et d'essence très avancés et un apprentissage dès l'enfance qui nous permet de savoir qu'on est dans une pièce, à un tel endroit, dans une ville, etc. Mais un robot n'a pas tout ça. Et donc, il va falloir traiter les capteurs pour lui permettre de se localiser. Après, vous avez un deuxième problème qui est celui de la cartographie, donc, et qui est fortement lié au premier, c'est-à-dire que si on envoie un robot quelque part pour découvrir un environnement, par exemple les robots qu'on envoie sur Mars ou sur la Lune et pour explorer, il va falloir qu'il cartographie l'environnement. Et le troisième problème, c'est le problème qui est au cœur de la robotique, c'est l'autonomie, donc la navigation. Donc, on a parlé des voitures Tesla, par exemple, au Google. Là, le problème de la navigation, c'est le problème d'aller d'un point à l'autre sans faire d'accident et donc d'arriver à trouver une destination. Donc, ces problèmes sont quand même liés parce que vous imaginez bien que pour faire la navigation, il va falloir un peu se localiser. Et pour faire la cartographie aussi, généralement, il va falloir un peu se localiser. Donc, la localisation est quand même fondamentale et au cœur de tout. Après, ce que je veux vous dire dans ce transparence, c'est qu'il y a aussi des nuances sur le contrôle et l'environnement, notamment pour se localiser. Donc, normalement, vous devez connaître l'environnement. Pour savoir que je suis au milieu de mon salon sur une chaise, il faut que je connaisse le salon et comment est fait un salon et comment sont faites les chaises. Et par contre, pour faire la localisation, vous n'êtes pas obligé d'avoir un robot autonome. Au contraire, parfois, les robots ils sont téléopérés, c'est-à-dire que vous ne vous intéressez pas à comment
le faire se déplacer de façon autonome. Par exemple, l'exemple classique, c'est si si vous vous déplacez pour aller quelque part avec votre téléphone portable, vous pouvez utiliser Google Maps ou Mappy ou une autre application qui vous donne la localisation, mais ce n'est pas pour autant que le téléphone il va contrôler où vous allez. OK? Donc, Google Maps, Mappy ou autre connaissent l'environnement. Donc là, à droite, vous savez que dans la carte, il y a des rues. Et donc, c'est ce qui permet à l'application de dire où vous êtes. Mais pour autant, c'est vous qui marchez. Ce n'est pas Google Maps qui va vous conduire. Donc, en quelque sorte, c'est comme si vous êtes un robot téléopéré, c'est-à-dire que le problème de choisir sa voie n'est pas intrinsèque à la localisation. La localisation se fait indépendamment de la navigation. En cartographie, c'est pareil. Vous pouvez faire de la cartographie de façon autonome ou téléopérée. Donc, par exemple, comme je vous disais, les robots qui vont sur Mars, ils sont téléopérés. Enfin, surtout les premiers, ils étaient téléopérés, c'est-à-dire qu'il y avait quelqu'un de la Terre qui les guidait avec un joystick ou une autre interface. Mais la difficulté principale, c'est que l'environnement est inconnu. Si personne n'a été sur Mars avant le robot, il va falloir que le robot il fasse une carte de Mars, ou au moins de la zone de Mars où il se balade. Quand on parle de navigation, la spécificité vraiment de la navigation, c'est que le mode de contrôle est autonome. Ça veut dire que le robot, il n'est pas commandé par un être humain, mais il se débrouille pour aller du point A au point B. Et par contre, là, souvent, on doit considérer que l'environnement est connu. Sinon, ça devient vraiment un problème impossible à résoudre. Imaginez d'avoir un environnement inconnu et de devoir aller d'un point A à un point B. Ça devient presque un problème philosophique de savoir comment aller au point B du point A si on ne sait pas, on sait rien de l'environnement. Souvent, quand même, il y a une partie de l'environnement qui n'est pas connue, ce sont les obstacles, notamment les obstacles dynamiques. Par exemple, si je reviens au cas de la Tesla ou des voitures autonomes de Google, elles ont une notion de l'environnement, c'est-à-dire qu'elles ont des cartes très précises bon, là, c'est surtout en Californie que ça se fait, mais elles ont des cartes qui leur permettent de se déplacer de façon autonome. Par contre, si un piéton il traverse la rue ou un cycliste traverse la rue, la voiture doit s'arrêter et éviter l'obstacle. Donc, et ça, on ne peut pas le savoir a priori. Donc, la navigation demande quand même un aspect de réactivité au changement soudain. Donc, dans mon cours, on va étudier ces trois problèmes, l'un après l'autre. Certains d'entre vous sont en projet avec moi, ils s'intéressent à un ou autre de ces problèmes. Vous allez aussi un peu les faire en TP. Et donc, voilà. Donc ça, c'est un peu ce dont on va parler dans le cours. Donc, je vais brièvement parler de chaque aspect, donc de la localisation en premier. Donc, comme je vous disais, quand on parle de localisation, le robot, il peut être ou pas autonome. Ça, c'est pas vraiment fondamental. Et l'environnement, il est connu. Et parfois, même, on peut mettre des balises pour donc structurer l'environnement pour aider le robot. C'est le cas de cette photo, par exemple, où vous avez un robot qui se balade dans des couloirs. Et quand même, pour l'aider à savoir où il est, on a mis des balises blanches au sol. Okay, donc, c'est un environnement connu et en plus structuré. Bien sûr, si on le structure, ça facilite la tâche pour le robot, mais ça peut être embêtant pour l'homme de mettre des balises blanches partout ou des QR codes. Ce n'est pas, enfin, quelque part, c'est un peu gênant pour l'humain. En parlant de QR code, là, vous avez un autre exemple. Donc là, vous avez un système téléporté, c'est-à-dire que vous avez une caméra qui est peut-être attachée au plafond et qui observe du haut le robot et ces quatre balises, ces quatre QR codes. Donc, la caméra
en regardant les 5 QR codes, saura localiser le robot. Okay, c'est un système déporté au sens que la caméra n'est pas sur le robot cette fois-ci. Autant sur la photo en haut, la caméra elle bouge avec le robot, qui est la boîte assez moche blanche. Autant dans la photo du bas, la caméra elle est attachée au plafond et le robot il est par terre. Donc c'est la caméra qui va peut-être envoyer en Wi-Fi au robot, elle va lui dire voilà où tu es par rapport aux 4 balises. Okay. Donc quand même, ces 2 exemples, ce sont 2 exemples d'environnement structuré parce que vous avez des balises bien définies qui aident le robot. Mais l'idéal quand même, c'est de s'affranchir de ça et d'arriver à quelque chose plus comme ça, dont on va parler plus en détail donc, dans les cours sur la localisation. C'est-à-dire que vous avez un robot qui a des capteurs de distance. Par exemple, là, vous avez un robot donc, vu du haut. Ça, c'est le robot avec ces 2 roues là et qui a 1, 2, 3, 4, 5 capteurs de distance. Imaginez par exemple des petits capteurs infrarouges qui vont mesurer la distance du robot aux parois de la pièce. Vous avez cette pièce-là. Okay. Donc, la seule information que le robot il a à l'instant T, ce sont les positions de ces 5 points rouges. P1, P2, P3, P4, P5. Okay. Donc, vous imaginez bien que là, le problème est beaucoup plus complexe parce qu'à partir de ces seuls 5 points, le robot il doit savoir où il est dans la pièce. Okay. Et il y a évidemment, surtout si vous avez une seule mesure, il y a une infinité de solutions parce que le robot, vous pourrez trouver un tas de configurations où le robot il va mesurer les mêmes choses sans pour autant être au même endroit. C'est un problème sous-déterminé pour revenir à mon cours de tout à l'heure. Okay. Donc, c'est bien différent des autres cas à gauche et en haut où vous aviez des balises. Là, il n'y a pas de balises, il faut juste se fier à ce que à ces 5 mesures de distance. Or, une autre chose qui est intéressante ici, c'est de considérer à quel point notre système cognitif de nous, les grands singes, les êtres humains, à quel point notre système cognitif est avancé, parce que nous, on arrive à faire ça quand même. Donc, on n'a pas besoin de QR code pour savoir où on est. Et on n'a même pas besoin des capteurs infrarouges. Souvent, on a besoin de beaucoup moins que 5 distances pour savoir où on est. Bon, on a besoin de la vue quand même, qui est un super capteur. Mais néanmoins, la plupart des fois, on résout le problème de localisation sans avoir vraiment besoin de balises. Okay. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on va voir un peu dans le détail dans les semaines qui viennent sur la partie localisation. En ce qui concerne la cartographie, donc là, comme je vous disais, on est dans un cas où, encore une fois, le robot n'est pas forcément autonome dans sa navigation. Par contre, il faut qu'il soit autonome à reconstruire l'environnement. Donc ça, c'est des images que vous verrez un peu si vous allez travailler dans ça. Enfin, même d'une manière générale, si vous faites des recherches autour du mot-clé mapping sur Internet, là, vous avez le robot ici qui se balade dans un environnement très grand, visiblement un appartement. Et au fur et à mesure qu'il se balade, il enregistre des points avec ses capteurs de bord. Donc, c'est un peu la même situation que je viens de vous montrer tout à l'heure avec les infrarouges. Donc, il aura des nappes de laser, par exemple, qui lui permettent de trouver des choses. Mais comme en même temps, il est en train d'avancer, ça devient très difficile de récaler les informations d'une itération sur l'autre. Donc, c'est un problème aussi important et c'est aussi important d'identifier les choses sur plusieurs itérations. Par exemple, il est possible qu'il voit une porte 2 fois sur 2 itérations successives et il faut que le robot soit capable de reconnaître que c'est la même porte qu'il avait mesurée juste avant.
Et une autre chose aussi, c'est qu'il y a la spécificité du capteur qui fait que tout n'est pas donné à un instant T. Par exemple, vous avez un rayon qui est passé à travers peut-être une porte et qui a mesuré un point beaucoup plus loin. Okay, mais ce n'est pas forcément suffisant pour dire qu'est-ce qu'il y a avant. Parce que vous avez des occlusions, c'est-à-dire que vous avez un endroit où, par contre, un obstacle a arrêté le rayon. Et donc, tout ce qui est gris foncé, on ne sait pas ce que c'est. Okay, en fait, là, le code couleur nous indique que le gris clair, c'est un espace libre. Le noir, c'est un obstacle. Mais tout ce qui est gris foncé, on ne le sait pas, parce que c'est derrière un obstacle. Donc, il y a la spécificité du capteur aussi qui rentre en jeu. Là, vous le voyez mieux, parce que vous avez une vue 2D d'un robot qui est le triangle rouge, qui donc a étiqueté comme espace libre le blanc, occupé le noir, mais il y a des zones, par exemple ici le bleu, qui sont encore inconnues. Là, c'est inconnu parce qu'il y avait un obstacle ici qui a arrêté le rayon laser. Donc, derrière, on ne sait pas encore s'il y a un obstacle ou pas. Donc, pour savoir ça, il faudrait que le robot il contourne cet obstacle et qu'il puisse voir qu'est-ce qu'il y a derrière. Parce que l'idéal, bien sûr, c'est d'arriver à une carte où tout est soit blanc, soit noir. OK? Et ce problème peut être encore complexifié si on considère la 3D. Donc là, vous avez un robot à pattes qui se balade sur un escalier et il faut qu'il arrive à faire une carte de l'escalier. Donc, c'est de la 3D. Donc, forcément, ça prend plus de mémoire et c'est plus difficile à programmer. Et les couleurs ici sont associées à ce qu'on appelle un intervalle de confiance. Ça veut dire que en plus de faire la carte, le robot il nous dit à quel point l'information est précise, à quel point il est confiant dans l'information. Donc, ça va du bleu où il est très confiant au rouge où il est très peu confiant. Donc, c'est une carte encore plus sophistiquée que les deux autres. Alors déjà, là, vous voyez une dualité entre le problème de la cartographie et le problème de la localisation. Je les ai indiqués en bleu et en vert sur ce transparent. Vous avez une torpille qui, donc, suivant quel problème elle attaque, les flèches, elles ont un sens différent. Quand on fait la localisation, on est dans le cas vert, c'est-à-dire que la torpille, elle voit les 4 balises, et à partir de où elle voit les balises, elle va savoir où elle est. D'accord? Donc les flèches, elles vont la balise vers le robot pour indiquer que c'est la connaissance des balises qui permet de savoir la position. Mais pour faire ça, il faut qu'on ait à disposition une carte. Donc, il faut qu'on sache où sont les balises dans le monde. Si on s'intéresse au problème du mapping, c'est le problème inverse. Et ben là, vous avez justement une dualité, c'est-à-dire que là, le robot, il doit savoir où il est, donc par d'autres moyens. Par exemple, il a un GPS très précis à bord. Et à partir de sa notion de où il est, il peut dessiner les balises dans la carte. Donc, les flèches elles vont dans l'autre sens. Ça veut dire que à partir de sa connaissance d'où il est, d'où sont les balises par rapport à lui, il peut construire la carte. Donc, ce sont deux problèmes duaux. C'est-à-dire que on ne peut pas faire, on peut difficilement faire les deux en même temps. C'est que soit on sait où sont les balises et donc on estime où est le robot, soit on sait où est le robot et on estime où sont les balises. OK? Et je vous laisse en pause dans quelques minutes. Je vais juste parler du dernier volet, donc c'est la navigation. Donc navigation, on est dans le cas où par contre le robot, il faut qu'il se débrouille tout seul, donc il faut qu'il se balade dans un environnement qui est en partie connu, mais où il y a quand même des obstacles. Donc par exemple là, vous avez un robot qui doit parcourir le couloir. La photo n'est pas de grande qualité. Le robot est censé arriver à un goal qui est le passage à la fin du couloir. Mais pour y arriver, il faut qu'il évite des obstacles qu'il rencontre ici sur le chemin. Ici, vous avez une vue du haut d'un problème similaire. Le robot il est en position start, il faut qu'il arrive au goal.
Donc, il a la carte, c'est en quoi je dis l'environnement est connu, mais peut-être qu'il y a des choses qui n'étaient pas dans la carte et qui apparaissent soudain. Donc, il faut que tout en se déplaçant la carte, il soit capable d'éviter les obstacles. Ça, c'est un autre cas où la navigation est dite topologique, c'est-à-dire qu'il y a moins la notion de distance ou de mètre, ou métrique, entre guillemets, mais on va plus se dire, on va plus définir des zones comme pas de façon métrique, mais justement de façon topologique, comme des notions un peu plus abstraites. Par exemple, la station de chargement ici, ou la salle de bain, la cuisine dans un appartement. Donc, le robot, il va se déplacer avec des notions métriques, mais surtout avec une carte où il sait où sont les différents environnements. OK? Donc, je vais m'arrêter là pour vous laisser souffler un peu. Et voilà, est-ce que vous avez des questions?